Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur. Nous attendons pas mal de monde aujourd'hui, mais je vous propose de commencer tout de suite pour honorer ceux qui sont présents et qui sont à l'heure. C'est le premier webinaire dans un cycle de 3 et aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les enjeux et stratégies pour les acteurs du bâtiment en matière de qualité d'air intérieur. Le programme du jour, va vous permettre dans un premier temps d'identifier les sources et polluants qui impactent l'air intérieur, mais aussi quel impact cet air intérieur dégradé peut avoir sur la santé des occupants. En deuxième partie, on va voir quels sont les outils et stratégies qui peuvent vous aider à prendre en compte la QAI dans vos projets. Alors moi, je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, le centre de ressources régionales du bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté. Notre mission, c'est d'accompagner le changement de pratique des professionnels et acteurs du bâtiment dans le cadre de la transition énergétique. Cet accompagnement peut prendre la forme d'événements de sensibilisation et d'information, comme aujourd'hui, ou alors des formations ou de manière plus large, un accompagnement ou une mobilisation autour de différents sujets de la transition énergétique. Le pôle énergie est membre du réseau bâtiment durable qui est animé par l'ADEME et nous sommes financés par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et l'ARS. Alors pourquoi un cycle de webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur? Tout simplement parce que la qualité de l'air intérieur est une préoccupation de santé publique qui n'est pas encore suffisamment prise en compte par les acteurs du bâtiment. Chaque maillon de l'acte de construire a un rôle à jouer pour réaliser un bâtiment sain et cet enjeu s'accentue encore plus quand il faut concilier efficacité énergétique et QA. L'action du pôle énergie, d'une manière générale, s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-environnement numéro 4 de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et c'est pour ça que, nous menons, pendant 4 ans, un ensemble d'actions, sur la qualité de l'air intérieur. L'objectif de ce cycle de webinaires, donc 3 webinaires, sur 3 mois, est de vous outiller pour une meilleure prise en compte, de la QAI. Donc rendez-vous une fois par mois pendant 3 mois pour approfondir le sujet. Nous allons passer 1h15 ensemble jusqu'à 12h15 et avant de commencer, quelques informations pratiques. Vous l'avez déjà remarqué, vos caméras et micros sont désactivés, c'est normal, on va laisser, la parole à notre intervenante. Nous avons réservé du temps pour vos questions après son intervention, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention dans le chat et on y répondra à la fin. Et aussi, parce que la question est souvent posée, le support de présentation vous sera envoyé après et dans les jours qui viennent et le webinaire sera disponible en replay. Après cette introduction, je vais donner la parole à l'intervenante du jour, Soline Martin. Euh, Bonjour Soline, je te remercie d'avoir pris le temps. Je vais te laisser allumer ta caméra. Je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir... attendez, j'essaye de gérer plein de choses en même temps et je ne suis pas multitâche aujourd'hui. Je te remercie d'avoir pris le temps de donner de toi-même et de ton expertise pour animer ce webinaire avec moi. Donc, le Medico, vous êtes un bureau d'études spécialisé en qualité de l'air intérieur et santé et environnement. Donc, je vais te laisser prendre la main sur la présentation et présenter pour commencer l'activité de Medico. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être à vos côtés. C'est un plaisir partagé d'intervenir et merci pour votre invitation. Donc je serai présente aux 3 webinaires pour vous présenter donc cette fois-ci, comme on a vu, un ensemble de thématiques et puis on verra dans les 2 prochains webinaires de manière plus opérationnelle qu'est-ce qui se passe d'un diagnostic à la réception des bâtiments, voire même au-delà. On parlera un petit peu de l'exploitation. Donc Soline Martin, je suis responsable de projet au sein de Medieco. Donc Medieco, la qualité de l'air et la santé, c'est au cœur de notre expertise depuis près de 35 ans. En fait, on
j'accompagne les acteurs du bâtiment et de l'aménagement à intégrer les enjeux de santé dans les 3 dimensions de la santé, à la fois physique, psychique, sociale, par des projets concrets hein, de réhabilitation ou de construction dans lesquels on intègre la qualité de l'air à chacune des phases des projets. Mais aussi dans plusieurs actions qui s'affichent à l'écran et sans vous alourdir, c'est juste pour vous dire qu'on fait de la mesure en exploitation, mais aussi pendant le chantier, à la réception des bâtiments ou en audit sanitaire quand il y a des problèmes sanitaires et qu'on suspecte que l'air est peut-être responsable de désordres sanitaires chez les gens. On participe aussi à des études auprès d'industriels. On va aussi sur l'échelle de l'aménagement et je vous présente aussi quelques projets de R&D, mais R&D au sens très appliqué du terme, que Medieco porte grâce, ou Medieco aussi peut-être juste partenaire parfois, mais en tout cas des projets qui sont soutenus par l'ADEME, c'est-à-dire qu'on reçoit des subventions de projets comme par exemple appel à projets comme Acter ou autres qui permettent de réaliser ces projets. Et donc tous les rendus de ces projets sont disponibles pour vous si vous voulez consulter les rapports finaux. Je vais juste faire un petit focus aujourd'hui sur quelques projets. Vous voyez à droite de l'écran Écrin. C'est une démarche dont on parlera un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous faire du coup plus de détails à ce sujet, mais gardez en tête que c'est une démarche qui vise l'amélioration des projets sur la partie qualité de l'air intérieur, que ce soit en réhabilitation ou construction neuve. Vous voyez Crèche Pifri, Expert, qui sont 2 projets portés avec la ville de Toulouse et la ville de Lyon sur les perturbateurs endocriniens, donc plutôt appliqués dans des bâtiments type crèche pour viser leur réduction, que ce soit les phtalates ou les perturbateurs endocriniens de type tout ce qui est réduction des retardateurs de flamme, pardon. Et puis Coopère. Coopère, c'est un projet porté avec la ville de Lille dans 3 crèches. L'objectif, c'est tester des scénarios de ventilation et d'aération et de trouver l'optimum par rapport aussi à l'énergie. Il y a une étude sociologique qui est couplée à cela. C'est très intéressant pour voir les freins et leviers au niveau des changements de comportement des usagers. Et cette étude intègre modélisation, monitoring, etc. Donc c'est très intéressant aussi, ça démarre. Donc on vous en dira plus plus tard. La main. C'est toi qui as la main, je pense. Voilà. Donc, on voulait commencer cette intervention aujourd'hui pour identifier les enjeux sanitaires de la qualité de l'air intérieur, parce que pour prendre en compte la QAI dans son projet, c'est important de comprendre l'enjeu et pourquoi ça peut avoir un effet si on ne le fait pas. Donc, on va essayer de le faire de façon un peu ludique et interactive de votre part. Donc, Céline va vous poser quelques questions et on va vous inviter à répondre avec un chiffre dans le chat. Alors en introduction aussi, je voulais vous dire qu'on construit des bâtiments pour l'homme, c'est important de le rappeler, car pendant des années, on s'est parfois focalisé sur la performance énergétique des bâtiments. On s'est aperçu que les gens n'étaient pas forcément tous satisfaits et n'éprouvaient pas une sensation de bien-être. Donc aujourd'hui, quand on parle de performance du bâtiment, c'est souvent avec une vision énergétique, environnementale. Donc moi, je vous pose la question, pourquoi un bâtiment performant ne pourrait-il pas être un bâtiment qui préserve la santé ? L'objectif de demain, c'est de construire des bâtiments qui répondent aux 3 dimensions de la santé, comme je vous ai dit. Et c'est pour ça que je vous propose quelques chiffres pour prendre conscience à quel point le bâtiment est d'abord un espace de vie pour l'homme, puisque vous allez voir que différents besoins sont accomplis par le bâtiment. Ici, dans le chat, et c'est donc Lina qui va collecter vos retours, je vous propose d'abord de réfléchir à la surface d'échange entre l'air et le sang. C'est-à-dire quand on déploie les poumons, que ce soit bronches, bronchioles, alvéoles, notre surface pulmonaire, on va dire sur une surface comme le sol, quelle serait la surface d'échange entre l'air et le sang? Donc, vous avez les chiffres, c'est une petite clé de réponse. Choisir, c'est un des chiffres qui sont en bas du slide. 2, 4, 15, 19, 40 ou 75. Donc, on a une réponse, il y a une deuxième. En fait, oui, on a toutes les réponses là. On a 2, 40, 75, 15.
N'hésitez pas. N'hésitez pas à continuer. Est-ce qu'il y a une majorité qui se dégage? Il y a pas mal de 75. J'arrive pas à les compter, mais il y a pas mal de 75, mais il y a aussi des 2. Donc, Soline, à toi la réponse. Bon, bravo du coup pour la majorité. Effectivement, on fait très attention à ce qu'on met sur la peau, par exemple. Et la peau, c'est si on la met par terre, on va dire que c'est 1,5 mètre carré. Or, la surface entre R et 100 est donc de 75 mètres carrés. C'est la plus grosse surface d'échange entre l'environnement extérieur et intérieur de notre organisme. En fait, notre corps, il est très bien fait. Il y a des endroits dans le corps où c'est plutôt des barrières, comme la barrière intestinale. Quand on mange, l'intestin fait le tri. En tout cas, il fait le tri du mieux qu'il peut, mais ce qui est bon ou pas bon pour nous, il fait le tri et rejette ce qui ne va pas. Les poumons fonctionnent différemment. C'est une zone d'échange. C'est-à-dire qu'elle ne fait aucune distinction entre ce qui est bon ou pas bon. Et quand l'air pénètre dans les poumons, quand les polluants peuvent aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires, donc vous savez, les petits ballons à la terminaison des ballons, des poumons, alors ici, tous les composés gazeux peuvent passer dans le sang et avoir un impact sur les différents organes. Ça vaut donc le coup de savoir qu'est-ce qu'on amène dans l'air et comment ça impacte notre santé. Je vous invite à répondre donc au deuxième item. Combien de litres d'air sont inhalés en moyenne chaque jour? Il s'agit d'une fourchette, mais je vous invite à choisir entre les nombres qui sont en bas de slide. Donc, normalement, c'est plus facile parce qu'il y a moins de chiffres qui restent. 15, 40. Combien de litres on inhale par jour? Milliers de litres. Hein. Ah, 1000 litres. Ah oui, parce que oui. Sinon, ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'on a une majorité qui se dégage? Il y a beaucoup de variétés dans les réponses. Ouais. Il y a quand même pas mal de 19, j'ai l'impression. Alors, c'est une fourchette qui se situe. Donc je vois beaucoup de 19 maintenant. Bon, ça a varié finalement de ce que j'ai vu jusqu'à 4, 15, 19, 40. Alors, c'est une fourchette. Mais pour un être humain, on va dire adulte, la fourchette se situe entre 12 000 et 15 000 litres d'air. Et donc ici, j'ai pris la fourchette haute pour vous afficher le 15. Désolée, j'ai un peu de mal à... on estime que ça équivaut à 15 kg d'air par jour. Donc, par rapport à ce qu'on mange, c'est toujours intéressant de comparer. 2 kg à 2,5 kg par jour, ou à ce qu'on boit, 1,5 à 2 kg par jour. Vous voyez que l'air qui rentre dans les poumons représente la part la plus importante de l'environnement extérieur qui pénètre dans notre organisme. Et pourtant, on a beaucoup de normes dans l'eau. Ce qu'on mange, c'est aussi pas mal encadré, même s'il y a encore des choses à faire progresser. Mais disons, vous voyez bien que pour l'air, il n'y a aucune obligation de mesure dans les différentes typologies. Vous allez voir que c'est quand même dans les ERP que ça avance un petit peu avec une réglementation, mais c'est quand même encore assez maigre au regard de la quantité d'air qu'on inhale par jour. Ensuite, je vous invite à répondre sur le nombre de millions d'asthmatiques en France. Pareil, donc du coup, le nombre de chiffres disponibles a diminué. Donc là, c'est plutôt 4. 4, 4, 4, 2. Ça, 4 ou 2, majoritairement. Entre 2 et 4. Ouais. Donc, vous êtes proche. C'est environ donc, 4 millions d'asthmatiques en France. L'asthme, c'est une pathologie qui est assez handicapante. Il faut retenir aussi qu'à côté de ce chiffre-là, vous avez 30% de la population qui est allergique. Et on estime qu'une personne sur deux le sera dans 20 ans. Alors, le bâtiment n'est pas la seule fenêtre d'exposition, mais elle y contribue. Donc, l'objectif, c'est, face à cette population qui est de plus en plus allergique, asthmatique, de regarder les modes de vie, étudier aussi comment le bâtiment peut être responsable de ces pathologies respiratoires. Et il l'est, donc c'est pour ça que vous avez plein de clés pour avancer sur ce sujet en conception de bâtiments ou rénovation. Je vous invite maintenant à répondre à l'item suivant. Quel est le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur en France? Combien ça coûte chaque année d'avoir un air dégradé? Quand on parle d'énergie, il faut bénéfice sur la facture.
Bon, on a tous les chiffres, tous les 3 chiffres qui sont disponibles. Bon. Donc En fait, ce qui est important de retenir, c'est que quand on parle d'énergie, tout le bénéfice, en fait, se voit sur la facture et ça peut motiver. Quand on parle de santé, de qualité de l'air, c'est quelque chose qui est pris en charge par la société. Vous êtes malade, il y a des médecins, bien sûr, vous consommez des médicaments, vous n'allez parfois pas au travail et on fait pas forcément le lien entre ce que ça coûte vraiment, d'être, exposé et d'être, du coup, derrière, tous les coûts que ça engendre. Donc cette étude, on va la présenter un peu plus tard. C'est 19 milliards d'euros. C'est un chiffre qui paraît quand même bien énorme. Et cette étude, pour information, elle n'est réalisée que sur 6 polluants de l'air intérieur. Donc le chiffre pourrait être encore plus grand si on explorait plus largement. Mais en tout cas, cette étude sérieuse et solide, je vous montrerai en quoi elle consiste, donne le chiffre de 19 milliards d'euros. Ça se fait, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Combien de milliers de cancers du poumon liés à l'exposition au radon? On regardera plus tard plus en détail ce gaz dans la donc conception c'est des un 2 bâtiments. qui se dégage Bon. clairement. Alors oui, c'est 2000 cancers du poumon par an. Donc c'est pas une maladie évidente à soigner, vous le savez. Et quand on parle de la sécurité routière, 4000 décès sur la route, c'est quand même que 2 fois moins. Et pourtant, ce gaz radioactif, naturellement présent dans certains sols, donc peuvent se retrouver dans l'air intérieur. On regardera plutôt en webinaire numéro 2 comment diagnostiquer s'il y en a et comment remédier face à ça. Pareil, vous avez le dernier chiffre, les décès prématurés liés à l'exposition en particules fines, donc c'est 40 000 décès prématurés. C'est le polluant d'intérêt majeur dans la qualité de l'air intérieur. C'est le polluant qui pose le plus de problèmes puisque les particules, plus elles sont fines, plus elles vont loin dans l'appareil respiratoire et c'est ce qui nous pose problème. Les particules très fines vont jusqu'aux alvéoles et encombrent ce qu'on appelle le système cardiovasculaire et d'autres pathologies associées liées aux particules. Voilà, donc pour faire synthétique, vous avez quelques chiffres. Excusez-moi, dans le passage des diapos, il y a un petit retard. Quelques chiffres que vous retrouvez et puis voilà, c'est pour vous aider à communiquer aussi quand vous devez argumenter des sujets autour de la qualité de l'air intérieur. De nouveaux chiffres que vous connaissez déjà, c'est que la qualité de l'air intérieur est un besoin vital. On respire tout le temps, de manière en plus inconsciente, donc, et la plupart du temps dans des espaces clos ou semi-clos. Le logement, les bureaux ou d'autres bâtiments nous accueillent une grande majorité de notre temps dans la journée. Et c'est ce qui fait que des concentrations pas toujours très élevées, mais sur de longues périodes, peut engendrer des problèmes sanitaires. Ça, c'est la notion de risque sanitaire que je vous introduis avec cette notion-là. Slide important, c'est vous faire comprendre que la qualité de l'air inhalé est encore plus importante chez les enfants. En fait, plusieurs raisons permettent de parler de cela. C'est d'abord que l'enfant multiplie son nombre d'alvéoles entre 0 et 2 ans. Si l'air est dégradé, c'est le nombre d'alvéoles pulmonaires qui sera, pour toute la vie derrière, pénalisé. Pareil, jusqu'à 10 ans, c'est cette surface des alvéoles qui va continuer d'augmenter. Et pareil, un air dégradé va nuire pour la capacité respiratoire plus tard de l'enfant puis de l'adulte qui ne pourra pas, in fine, remédier à ce qu'il a donc perdu à cet âge-là. En gros, certains polluants, comme les particules fines, empêchent ce développement et diminuent leur fonction pulmonaire de façon irrémédiable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelles alvéoles à partir de 2 ans, mais un simple accroissement de ces alvéoles-là. Et puis de plus, les enfants inhalent 2 fois plus de polluants que les adultes, tout en respirant le même air. Donc ils ont besoin de plus d'oxygène, ils respirent plus vite. Et puis aussi, troisième point à retenir, c'est que leur métabolisme d'élimination des substances toxiques est plus faible que celui des adultes. Toutes les membranes ne sont pas encore formées. Et tout ça combiné montre que l'air que les enfants respirent peut avoir un impact sur leur avenir respiratoire, altérer leur fonction pulmonaire de façon irrémédiable, comme je disais. Et c'est pour cette raison que la réglementation commence par les bâtiments accueillant des enfants. Je vous partage un extrait que certains connaissent peut-être. C'est un diagramme qui permet de
de vous montrer que l'air intérieur est globalement plus pollué que l'extérieur. C'est ce que révèle la campagne nationale logement de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc qu'on appelle l'OQAI, qui a été menée entre 2003 et 2005. Il faut savoir que l'OQAI est devenu OQEI récemment, hein, il y a quelques mois, donc l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, et qu'il y a une campagne logement plus récente dont les rapports sont en train de sortir cette année, et vous aurez des chiffres plus récents. En tout cas, les conclusions sont toujours valables et sont intéressantes. C'est vous montrer que 3 points essentiels qui sont mis en évidence. Le premier, c'est que les polluants mesurés à l'intérieur sont retrouvés à des concentrations plus importantes qu'à l'extérieur. Dans cette campagne-là, on aurait pu dire 5 à 7 fois plus élevés qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, la nouvelle campagne, là, dont les résultats commencent à sortir par l'OQAI, montrerait que c'est un peu plus faible que 5 à 7 fois, mais on reste sur une conclusion d'un air intérieur globalement plus pollué que l'air extérieur. La deuxième conclusion, c'est que le formaldéhyde, donc un des polluants de l'air intérieur, est retrouvé dans 100% des logements. C'est le plus connu puisque c'est un gaz qui appartient à la famille des composés organiques volatiles, on va le voir un peu après. Il est très léger, donc il dégaze très vite. Il se retrouve dans plein de matériaux de construction et de finition et de pose, et on le retrouve en tout cas dans beaucoup de logements. C'est pour ça que c'est un polluant d'intérêt majeur qu'il faut aussi veiller à limiter dans les produits et en tout cas à mesurer aussi dans les campagnes de mesure. Et puis, troisième point essentiel, c'est que certains polluants sont spécifiques de l'air intérieur. On ne les retrouve que dans les mesures réalisées à l'intérieur des bâtiments. Ils sont donc spécifiques des activités des occupants ou bien des matériaux et produits de construction. Par exemple, l'acroléine, qu'on retrouve en jaune très pâle, qui est un témoin de la combustion. J'ai un petit délai. C'est pas un problème de... Ça y est, ça bouge, on voit les 1. Excusez-moi. Hop. C'est bon? Tu es en phase? Oui, c'est tout bon. Très bien. Merci Céline pour cette introduction sur les enjeux. Donc, on a compris que les enjeux sont importants, notamment pour la petite enfance. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est qu'il y a une réglementation pour les ERP qui permettent de prendre en compte les établissements scolaires et les crèches, mais que l'habitat où l'enfant passe beaucoup de temps n'a encore pas de réglementation. Alors, on va essayer de comprendre d'où viennent les problèmes. Quelles sont les sources et les polluants qui peuvent dégrader l'air intérieur et quels sont les mécanismes derrière. Je te laisse essayer. Alors, tu vas être avec les slides. Si tu préfères, tu veux que je reprenne la main ou c'est... Ça va, mais on va tenter encore. En préambule, pour vous dire l'importance de comprendre les sources et polluants associés de la qualité de l'air intérieur, c'est que face à ce sujet essentiel de la performance énergétique, il n'est pas question de revenir sur ce sujet de mieux étanchéifier et d'un point de vue énergétique, mais cette performance énergétique a tendance à faire ce qu'on appelle les bâtiments thermos. C'est une image, mais qui permet d'illustrer comme quoi on retrouve une concentration des polluants intérieurs dans les bâtiments très étanches. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on respire, quels sont les polluants, les sources associées pour déjà chercher à les réduire. Et puis, ça montre à quel point aussi la ventilation, donc dans un webinaire numéro 3, sera aussi essentielle pour évacuer ces polluants de l'air intérieur. On vous a pris une illustration donc de l'ADEME pour illustrer une première famille de produits. Donc, ce sont les sources liées à l'environnement extérieur. Effectivement, il y a un petit décalage dans l'affichage. Je ne sais pas comment organiser. Donc, c'est d'abord l'air extérieur. Donc, l'air extérieur, il est nécessaire pour renouveler l'air intérieur. Et lui-même, il est sous l'influence des industries, du trafic automobile, de la végétation, des activités agricoles. Donc, ces activités, elles peuvent émettre des polluants vraiment divers. Il est important que vous reteniez
pour le trafic automobile, par exemple, qu'il y a essentiellement de cette source-là émissions de benzène, de monoxyde de carbone, de particules ou dioxyde d'azote. Donc, des composés organiques volatiles, voilà. Tout dépend. Donc, le trafic automobile, il faut retenir que c'est particules, benzène et dioxyde d'azote. Les industries peuvent émettre par exemple des COV, composés organiques volatiles, une famille que je vais vous décrire un peu plus tard. Et donc, vous avez aussi l'agriculture qui peut émettre des polluants en fonction de la nature de l'agriculture. Il peut y avoir par exemple des pesticides ou de l'ammoniac, donc des composés qui peuvent être pour les pesticides potentiellement assez lourds. Des études en ce moment montrent aussi la capacité de transfert entre les endroits où elles sont produites et l'air intérieur. Voilà, donc c'est des sources qui existent. Il y a aussi les pollens, bien sûr, où on peut travailler sur les choix des essences, à la fois celles qui sont présentes sur le site et qu'on gardera quand on fait un projet, ou bien celles qu'on va planter. Voilà, donc vous avez une catégorie assez variée de polluants et l'objectif, c'est d'identifier quels sont ces polluants, on le verra en webinaire numéro 2, afin de limiter leur transfert dans l'air intérieur du bâtiment. Autre type de pollution, c'est celle provenant du sol. Donc, deux types de pollution, celle qui est donc la pollution liée à la pollution anthropique, donc par l'homme, par rapport à des activités industrielles ou agricoles passées, qui peut être source donc, de composés organiques volatiles, donc des composés gazeux qu'on peut retrouver par les défauts d'étanchéité in fine dans les bâtiments. Et deuxième catégorie de polluants, c'est les polluants naturels, comme le gaz naturel radioactif dont on parlait tout à l'heure, le radon. On verra donc que c'est plutôt les sols volcaniques et granitiques qui en contiennent, mais on peut en retrouver plus largement à cause de failles géologiques ou autres raisons à d'autres endroits où on ne pensait pas forcément. Ensuite, une grande catégorie de produits, ce sont donc les matériaux de construction, de finition, de pose ou autres, vous allez voir, et puis donc, qui, eux, peuvent émettre dans l'air intérieur plusieurs types de polluants, donc notamment la grande famille des composés organiques volatiles et ces peintures, ces produits liquides, ces produits de revêtement de sol, de murs, de plafond, tout ce qu'on vient appliquer en contact avec l'air intérieur, donc peut dégrader la qualité de l'air. Ensuite, vous avez les équipements. Donc les équipements de différents types, mais par exemple le chauffage au bois peut être source de particules dans l'air intérieur. Tous les systèmes de combustion, quand la combustion n'est pas complète, qu'il y a un défaut d'étanchéité, peuvent provoquer des émissions de monoxyde de carbone. Par exemple, c'est aussi le cas des poêles à bois dans l'individuel, mais aussi de tout système de combustion, quel qu'il soit, dans les différentes typologies. Et puis, une ventilation mal conçue ou mal entretenue peut aussi être néfaste pour l'air intérieur, puisqu'on peut retrouver, par exemple, sur une ventilation avec des points bas, dans les conduits ou autres, des développements de moisissures ou de biocontaminants dans l'air intérieur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne veut pas enfin, qu'on voudrait éviter dans tous les bâtiments, puisque c'est aussi l'origine d'une dégradation de la qualité de l'air intérieur. Et puis aussi des choses toutes simples, dans l'architecture, par exemple, l'implantation du garage par rapport à une maison individuelle. En France, on est quand même assez feignant, on veut que le garage soit attenant, pouvoir rentrer en voiture en marche arrière, avoir un garage qui avec une porte directe sur la cuisine. Et ça, vous imaginez bien que pour donc, les particules, le benzène, le dioxyde d'azote, on a une pénétration des bâtiments qui est grandement facilitée dans cette configuration-là. Donc il faut parfois aller un petit peu au-delà des scénarios qu'on aime bien et qui sont couramment encore réalisés. Ensuite, vous avez la grande famille, je dirais, des sources et polluants qu'on apporte par l'activité humaine ou bien par toutes les activités dans le bâtiment. Donc là, vous avez des usages très variés, la cuisson des aliments, la combustion, tout ce qui est autour de la combustion d'encens, la fumée de tabac,
Et aussi, on a aussi les produits d'entretien. Ça, je pourrais vous en dire un peu plus si vous voulez en webinaire numéro 3, à la fin du webinaire, si vous souhaitez aussi en prendre le temps. Ils contiennent beaucoup de parfums, par exemple, comme le limonène, le terpène, mais il y a aussi toute une composition des produits d'entretien qui est potentiellement très grande émettrice de COV. Vous avez aussi le mobilier, par exemple, qui peut émettre dans les bâtiments. Et tout ça, on a des clés pour mieux choisir les produits et mieux appliquer ces produits. Parce qu'il y a aussi les bonnes pratiques qui sont associées aux produits. Alors, les effets. Ouais. Oui, donc du coup, on J'ai pourrait un faire un slide, enchaînement si jamais on n'a pas réussi à évacuer tous ces polluants et sources, ou alors éviter qu'ils se soient présents. Il peut effectivement y avoir des effets sanitaires néfastes. Donc, je te laisse succinctement nous dire ce qui peut se passer si le bâtiment n'est pas sain, in fine. Alors, peut-être un slide aussi. Enfin, voilà. En fait, je voulais vous dire que tous ces polluants dont on a parlé, ils se regroupent en 3 grandes familles de polluants. Vous avez les biocontaminants. Les bactéries et les virus, par exemple, sont des biocontaminants. Alors, ce n'est pas le bâtiment qui les émet, mais le bâtiment contribue à leur prolifération et à leur dissémination, je dirais, dans le bâtiment. Il y a aussi les moisissures. Moisissures issues de la phase chantier, comme on le verra, ou bien moisissures issues voilà, dans les systèmes de ventilation, d'une accumulation d'eau ou de condensation qui est donc à l'origine des moisissures. Et puis il y a aussi les pollens dont on a parlé, qui proviennent de l'extérieur. Donc tous ces biocontaminants représentent une première famille. Ensuite, vous avez les composés particulaires. On a parlé des particules fines, avec des tailles différentes. Plus elles sont grosses, plus elles sont retenues, on va dire, dans la partie haute de l'appareil respiratoire, parfois même juste par les petits poils dans le nez qui retiennent les plus grosses particules. Mais les plus fines, comme vous avez compris, peuvent pénétrer dans tout le système respiratoire jusqu'aux alvéoles et se retrouver dans le sang. Cela nous pose donc grandement problème. Et puis vous avez, quand une particule est 3 fois plus longue que son diamètre, elle devient une fibre. C'est une règle un peu grossière que je vous donne, mais c'est pour vous dire que ces fibres sont aussi associées dans cette grande famille des composés particulaires finalement. On les retrouve dans les isolants par exemple. L'amiante est une fibre, bien sûr, mais il y a d'autres fibres quand même qu'il faut regarder aussi dans les composés, dans les compositions des matériaux. Et puis vous avez la 3e grande famille dont je vous ai parlé, celle des composés gazeux. Dans cette famille des composés gazeux, il y a plusieurs catégories de composés, mais notamment la famille principale que j'ai envie de vous parler et qui sera celle qui a le plus d'impact sanitaire, c'est la famille des composés organiques volatiles. J'en ai parlé déjà beaucoup. Et pour vous dire, sans vous faire un cours de chimie, parce que moi-même je ne suis pas chimiste, mais c'est pour vous dire que cette famille, en fait, c'est des chaînes de carbone, voilà, auxquelles se rajoutent différents éléments chimiques. Et ces COV, on en parle beaucoup dans la qualité de l'air intérieur parce que leurs propriétés sont multiples. Il peut y avoir des solvants, une propriété dégraissante, agent de nettoyage, disperseur, conservateur, agent de synthèse. Et leurs sources sont nombreuses. On les retrouve dans les peintures, dans les colles, les vernis, les lasures, tout ce qui est composé à base de bois, puisque on peut mettre des liants, des colles, des vernis. Voilà, donc on les retrouve dans beaucoup de produits dans le bâtiment, et puis notamment les produits de construction émettent des alcools, des alcènes, des aldéhydes, qui sont donc des COV de l'air intérieur. Et on parle de composés organiques volatiles très volatiles, quand les chaînes de carbone sont inférieures à 6 carbone, ou alors des composés organiques volatiles, souvent c'est entre C6 et C16, donc 6 carbone, 16 carbone. Et puis les composés semi-volatiles très lourds, comme les perturbateurs endocriniens, dont je vous ai parlé en préambule avec les phtalates et les retardateurs de flamme. Donc ça, c'est une famille que vous retrouverez très régulièrement. Et tout ça pour vous dire que les effets sanitaires varient en fonction des substances qu'on a dans l'air intérieur. Donc, pour vous faire une présentation de ces effets sanitaires, c'est pour vous dire qu'en fait, les effets varient en fonction donc, des polluants, que les conséquences sont très variées, allant de la simple odeur ou à des pathologies graves qu'on retrouve heureusement pas du tout systématiquement, mais qui existent.
Donc, on a parlé de plusieurs polluants qui ont des effets cancérogènes déjà, ou en tout cas avec des effets très importants. Mais pour repartir des effets sensoriels, vous avez des odeurs. C'est déjà un gros désagrément qui parfois amène des maîtres d'ouvrage ou des occupants à faire appel pour faire des mesures dans l'air intérieur. Et vous avez essentiellement ensuite aussi des problèmes de somnolence qui peuvent arriver, des symptômes irritatifs des yeux, de la peau, notamment avec le formaldéhyde ou les aldéhydes, des terpènes. Et puis parfois, on a des aggravations de pathologies comme les allergies, avec les pollens ou les moisissures ou les acariens. Des problèmes respiratoires comme l'asthme aussi, qui est une pathologie qui peut être voilà, accrue en fait, et amplifiée quand l'air intérieur est pas de très bonne qualité. Et puis, on peut aller sur des problématiques cardiovasculaires, on en parlait tout à l'heure avec les particules notamment, ou bien des substances qui parfois perturbent le système endocrinien, c'est le système hormonal, ou qui ont des effets sur la reproduction, donc des substances avec un effet reprotoxique. Et puis parfois cancérogènes, quand on a vraiment des concentrations assez élevées, donc c'est le cas de l'amiante, le benzène, le formaldéhyde. Alors, formaldéhyde, c'est plutôt dans un cadre professionnel plutôt que l'exposition dans le bâtiment qu'on connaît nous. Mais il y a aussi le radon, les particules, voilà. Donc c'est important de retenir que le panel est large, et sans vous faire un cours complet, c'est quand même pour, retenir que c'est vraiment, essentiel de préserver, l'air qu'on respire. OK. Donc on va continuer, donc tout ça, ça fait un peu peur, hein? Tous ces effets négatifs. Si tu pouvais approfondir un peu dans quel contexte on évolue en matière de QAI concernant la réglementation, les volontés politiques et les coûts? Voilà. Alors, je vous présente ce slide, qui retrace, on va dire, un petit peu, la prise en compte de la thématique en France. En fait, il faut retenir que la thématique est assez récente, avec l'arrivée, de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, en 2001. On peut dire que c'est le démarrage d'une grande période qui va jusqu'à aujourd'hui et de la réglementation qui commence à émerger sur le sujet. L'OQAI, qui est maintenant donc s'appelle l'OQEI, je rappelle, est une source, d'informations, énorme, pour nous tous, qui sommes, soit professionnels de la qualité de l'air intérieur ou bien même, pour tout le monde qui pourrait, chercher de l'information. En fait, cette création de l'OQAI, montre la volonté institutionnelle de prendre, le sujet en considération. C'est une structure qui avait été créée par le ministère du Logement pour pallier à la méconnaissance des expositions de la population, à la pollution de l'air, dans les bâtiments et des facteurs de risque associés. C'est-à-dire que son rôle, majeur, c'est d'apporter de la connaissance. Elle fait plein d'études, des campagnes dans différentes typologies de bâtiments pour collecter des données, donc des données qui sont quand même, très diffusées ensuite, pour savoir aussi comment on est exposé, voilà, à quels polluants, quelle concentration moyenne et cetera, et apporte des éclairages sur les orientations à prendre en matière de réglementation. Donc la réglementation se prend en compte, ces données issues de l'OQAI pour établir, les valeurs dans les réglementations, que ça soit sur, par exemple, les expositions, par exemple, pour les enfants voilà, dans les bâtiments publics, mais pas que. Et aujourd'hui, donc elle s'intéresse plus globalement aux environnements intérieurs, aussi à l'acoustique, à l'électromagnétisme et cetera. Mais l'OQAI est une source, pour vous, de données. Ensuite, vous avez eu la création de l'AFSET, qui est, l'association, enfin une structure d'évaluation sanitaire, donc pour plein de paramètres de l'environnement, mais aussi pour, les paramètres, de la qualité de l'air intérieur. Donc ça, vous pouvez aller de manière sûre aujourd'hui vers l'ANSES, qui est le nouveau nom, on va dire. Il y a une réorganisation des thématiques, mais l'ANSES est une structure qui aussi donne des valeurs sanitaires, qui sont des valeurs, voilà, pour comparer aussi nos résultats de mesures, par exemple, dans l'air intérieur, à des valeurs qui sont, sérieuses. Vous avez aussi des plans nationaux santé-environnement qui ont été donc créés à partir de 2004. Vous connaissez aussi les Grenelles, avec des actions volontaires, d'autres, facultatives et cetera qui ont été, faites. Et puis on arrive rapidement à la loi Grenelle 2 en 2010 avec, 2 réglementations qui sont sorties donc de ce Grenelle 2. L'étiquetage des produits de construction et de finition, qui est un étiquetage obligatoire pour tous les fabricants de produits en contact avec l'air intérieur. Ça, on détaillera en webinaire numéro 2.
Et puis la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains ERP, qui est une réglementation que je vais vous décrire dans quelques instants et qui est donc une réglementation importante aussi à connaître. Voilà, vous avez ensuite eu les... j'ai pas mis tous les PRSE, mais effectivement, il y a les PNSE 2, 3, puis 4, qui aboutissent aujourd'hui à un contexte voilà, important et pour vous montrer quand même que les choses avancent sur le sujet, même si on attend aussi de tout cœur des réglementations pour d'autres typologies du bâtiment. Je vais vous présenter maintenant cette fameuse étude qui vous montrait le coût socio-économique de l'air intérieur. Donc, qu'est-ce que ça nous coûte en fait d'être exposé à une mauvaise qualité de l'air intérieur? Cette étude, elle a été réalisée par l'ANSES, que je vous présentais précédemment, l'OQAI et le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, vous voyez 3 structures solides et qui ont étudié l'exposition à 6 polluants que vous retrouvez à droite: benzène, trichloroéthylène, monoxyde de carbone, radon, particules et fumée de tabac environnemental. C'est donc en fait le tabagisme passif. Pourquoi ces composés-là et pas d'autres? C'est parce que c'est déjà les plus importants en termes et très impactants, certains cancérogènes et qui sont connus. C'est-à-dire on sait associer, on va dire, les origines, où est-ce qu'on les retrouve, quels sont les impacts sur la santé et on sait quantifier. Donc d'autres polluants, bien sûr, sont importants pour la qualité de l'air, mais en tout cas, il n'y avait pas assez de connaissances sur ces polluants-là, peut-être pour les intégrer dans l'étude. Donc déjà, sur 6 polluants, vous voyez que le chiffre qui en sort est considérable. Et je voulais juste vous dire que l'étude est très complète, puisque vous voyez qu'elle s'est basée sur, bien sûr, le calcul de l'impact sanitaire, le nombre de décès ou le nombre de nouveaux cas survenus, le coût socio-économique, donc les coûts externes, la mortalité, la perte de qualité de vie, c'est-à-dire le même nombre d'années qu'on vit, mais avec un état physique moins important, dégradé, la perte de productivité, engendrant donc des arrêts, la consommation de médicaments, des absences au travail, et même s'ils vont au travail, ils sont moins performants, donc la perte de productivité. Et puis, elle intègre aussi le calcul des finances publiques, c'est-à-dire le coût des remboursements de soins, de la recherche, de la prévention, avec une ligne aussi qui fait sourire forcément, mais qui vous montre quand même que l'étude a voulu être complète, c'est que elle intègre aussi les pensions de retraite non versées car les gens étaient décédés. Bon, c'est un peu triste, mais il y a quand même une ligne d'un point de vue économique qui est positive, voilà, qui montre que l'étude est complète. Parmi tous ces chiffres, il y a des chiffres très intéressants. Sans en faire toute la liste, je vous affiche ce slide pour vous montrer que donc 19 milliards d'euros, on l'a vu, c'est le coût global par an en France, estimé par cette étude d'une mauvaise qualité de l'air intérieur, sur 6 polluants seulement, je le rappelle. Donc vous pouvez considérer que le chiffre pourrait être encore plus grand. Parmi tous ces polluants, il y a les particules qui, en air intérieur, représentent à elles toutes seules 14 000 décès, qui représentent à elles toutes seules 14 milliards d'euros sur les 19, donc une part importante du coût socio-économique et surtout du bilan sanitaire. Et que le deuxième polluant d'intérêt majeur, c'est le radon. Vous le voyez dans l'étude. Pour info, en comparaison, si on prenait le coût socio-économique de l'air intérieur et extérieur, on serait autour de 100 milliards d'euros. Voilà, donc retenez qu'on se porte plutôt bien par rapport à d'autres pays, la Chine ou autres, bien sûr, dans le monde, mais qu'il y a même une marge de progrès énorme dans notre pays, que vous allez voir, les sources de réduction d'émissions sont largement disponibles. Donc j'enchaîne avec donc cette réglementation de surveillance de la qualité de l'air dans les ERP. C'est une réglementation qui a vu une première version. Peut-être certains l'avaient suivie. En tout cas, je suis ici plutôt pour vous montrer donc la dernière version, qui est celle qui est en application et qui concerne donc les établissements recevant du public et notamment ceux qui accueillent des enfants. À partir de 2023, comme vous allez le voir, certains donc sont concernés et
dans le nouveau dispositif réglementaire, il y a plusieurs étapes conjointes à réaliser pour répondre à la réglementation. En gros, les 3 changements concernent donc d'abord l'évaluation annuelle des moyens d'aération, avec le rajout donc d'une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone lors des évaluations. Et donc, cette évaluation est à réaliser donc, tous les ans. Ensuite, il y a un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur qui est passé, donc qui est toujours à réaliser comme le précédent dispositif, mais qui est à réaliser au moins tous les 4 ans, alors qu'avant c'était tous les 7 ans. Il y a ensuite une campagne de mesure des polluants réglementaires qui est cette fois-ci à réaliser à chaque étape clé. C'est un changement à chaque étape clé de la vie des bâtiments. Ça, c'est un changement par rapport à la précédente version, puisque avant, c'était au choix. Soit on faisait des mesures, soit on faisait un plan d'action. Ici, on doit faire des mesures, mais seulement dans certains cas décrits par la réglementation. Et je vous inviterai à aller voir ce qu'est une étape clé. C'est en gros soit une grosse série de travaux visant la ventilation, visant changement de fenêtre, etc. Et donc, ou alors un changement d'occupation, des lieux, etc. Mais sur un seuil assez important qui déclenche l'obligation de campagne de mesure. Et puis, le propriétaire ou l'exploitant a l'obligation de faire ensuite un plan d'action. Donc un plan d'action qui découle des 3 étapes aussi préalables, qui est le résultat, puisqu'il permet de coordonner ensuite les différents acteurs afin d'améliorer la qualité de l'air dans l'établissement visé. Donc là, c'est à mettre à jour aussi par le propriétaire ou l'exploitant. Et puis derrière, c'est pas une petite ligne, l'affichage qui devient qui est toujours obligatoire, c'est-à-dire montrer aux occupants les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, du bilan de la campagne de mesure et du plan d'action. Donc ça, c'est ce qui est un gros levier en fait dans la réglementation pour faire bouger aussi les choses, mais c'est aussi une faiblesse parfois pour la collectivité de devoir afficher des résultats de campagne qui ne sont pas satisfaisants. Donc c'est quand même un grand enjeu aussi pour eux. Voici les textes pour info, pour les retrouver. Vous avez aussi une série de 2 documents faits par le CEREMA qui sont très bien faits pour l'application du dispositif réglementaire et qu'on pourra mettre dans les ressources avec l'INA, au pôle énergie. Voici les établissements concernés. Donc là, vous avez donc la première série qui est déjà concernée. Ce sont les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, crèches, haltes garderies, les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, maternelle, élémentaire, collège, lycée, que ça soit général ou technologique ou professionnel. Et puis les accueils de loisirs. Et puis, dans quelques mois, donc, seront aussi dans le dispositif les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé, établissements d'accueil spécialisés et établissements pénitentiaires accueillant des mineurs. Pour information, pour ceux qui connaissaient l'ancien dispositif, retenez que, en gros, les piscines, enfin, ce qu'ils appelaient à l'époque établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, baignade ou natation, bon, en gros, les piscines, ne sont plus concernés par ce dispositif. Donc, ils sortent du dispositif. Voilà en quelques mots donc la réglementation. On mettra aussi dans les ressources avec l'INA ces documents du CEREMA qui vous permettront de lire la réglementation de manière un peu plus digeste, en tout cas si vous devez vous plonger dedans. Ils sont très bien faits. Merci Céline pour cet exposé sur la réglementation ERP qui n'est pas totalement lisible, donc ça mérite quelques explications. Alors, maintenant qu'on a connu les enjeux, etc. Oui. Non, mais on ne va pas rentrer plus dans les détails, hein. C'est juste pour dire qu'elle est compliquée, hein. Mais heureusement, il y a quand même des outils, pas forcément pour nous aider à respecter la réglementation ERP, mais pour prendre en compte d'une manière générale, parce que maintenant qu'on a exposé les enjeux, que ce soit économique ou sanitaire, et qu'il y a plein de polluants qui veulent entrer dans nos bâtiments, il y a quand même des solutions aussi pour
pour les prendre en compte et pour améliorer tout ça. Donc, parmi ces solutions, il existe des démarches, des labels, des certifications. Chacune a sa petite particularité, chacune est adaptée à un contexte particulier. Donc, je vais te laisser entrer dans les détails de ces démarches et labels. Alors oui, il existe des démarches sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, il n'est pas impératif de passer systématiquement par un référentiel pour intégrer cette thématique, mais cela peut être un bon guide si vous le souhaitez, en tout cas même en termes de démarche ou bien en termes parfois d'affichage quand on doit communiquer sur un bâtiment. Je vous présente en fait 3 démarches qui, à ma connaissance, sont les seuls qui intègrent, on va dire spécifiquement, une partie d'un un référentiel, pour ce sujet de la qualité de l'air intérieur. Il existe bien sûr d'autres référentiels qui intègrent en partie ce sujet. Ils ne sont pas cités ici, mais là je vous montre, voilà, ceux qui sont spécifiques, à la qualité de l'air intérieur. Donc ici, vous avez, je vais commencer volontairement par la droite, donc le CERCAL, donc qui propose un référentiel qu'on appelle donc le profil QAI, et qui s'applique donc au logement, puisque CERCAL, vous savez, propose le NF Habitat ou NF Habitat HQE, et propose pour ces bâtiments qui seraient donc NF Habitat ou NF Habitat HQE, d'avoir une brique supplémentaire qui s'appelle le profil QAI. Que ça soit du neuf ou de la rénovation. Donc, c'est un premier, je dirais, niveau, bon, qui s'applique qu'au logement déjà d'une part, mais qui est pas, enfin qui est accessible, je dirais. C'est pas un référentiel très détaillé ou très, voilà, très étoffé. Par contre, il y a une exigence, enfin pour information quand même, qui peut poser problème rapidement dans la conception architecturale, c'est le dimensionnement de salles de bain, ayant une ouverture directe sur l'extérieur, c'est-à-dire avec une fenêtre. Je crois que ça tourne autour de 30 ou 25. C'est un chiffre conséquent qui est parfois infaisable d'un point de vue architectural, dans certaines configurations. Donc, faut le dire assez tôt auprès des maîtres d'ouvrage, s'ils souhaitent, ce profil air intérieur. Je vais volontairement de la droite vers la gauche pour vous montrer en fait, un niveau d'ambition, croissant. Vous avez ensuite intérieur, qui est donc, une démarche, pour les logements collectifs, pour le tertiaire de bureau aussi, mais uniquement pour les opérations en neuf. Et qui, en fait, est délivré par Immolab, qui est une structure, privée. Un label qui est arrivé sur le marché, il y a quelques années, et qui, pour beaucoup de choses à l'intérieur de lui, ressemble à Écrin. Mais, en tout cas, vous avez voilà, je vous invite en tout cas à regarder ce label, mais, que pour le logement, que pour le bureau et que pour le neuf. Et puis vous avez la démarche Écrin qui est, à mon sens, bon, la plus complète pour différentes raisons. La première, c'est que, elle a été élaborée depuis, plus de 12 ans maintenant, initiée par l'ADEME Bourgogne. Donc, ça vient de la région, et c'est, quand même l'ADEME, qui est bras droit de l'État sur enfin, tout ce qui est environnemental et santé et qualité de l'air, et qui a initié une démarche qui est une démarche volontaire. Donc c'est pas une certif, c'est pas un label, mais c'est une démarche pour les maîtres d'ouvrage qui veulent s'engager, à être, plus ambitieux en termes de qualité de l'air intérieur. C'est une démarche qui s'adapte au contexte aussi, que ça soit le diagnostic de site, hein, qui peut avoir, des recommandations du coup d'ailleurs plus grandes selon les projets, si on est concerné par la pollution de l'air extérieur, le référentiel s'adapte, à cela. Voilà, donc c'est une démarche qui vise, la construction ou la rénovation pour toute typologie. Alors toute typologie sauf, typologie très particulière comme, salle blanche, piscine ou autres qui ne sont pas concernés, je dirais, par Écrin. Mais sinon, beaucoup de bâtiments donc peuvent s'en inspirer. Donc là, c'est une démarche, dans votre région, il y a donc elle est portée, au niveau opérationnel par l'ambassadeur qui est donc, Écrin, qui s'appelle Terragilis. Et après vous avez une série d'accompagnateurs Écrin, qui sont donc, qui ont une licence pour, pouvoir l'appliquer dans les projets. Voilà un petit récap.
Et ensuite, je vous propose quelques référentiels qui en parlent aussi, mais qui sont des référentiels plutôt santé et bien-être global dans les bâtiments. Donc, qui ne touchent pas que à l'aspect physiologique et la qualité de l'air qu'on respire, mais qui regardent plusieurs aspects. Alors, Osmose, je vous le présente en quelques mots, c'est un label délivré par Certivea et qui parle de la qualité de vie au travail. Donc c'est assez large, il est intéressant parce qu'il n'y a finalement pas beaucoup d'exigences obligatoires. C'est aux porteurs de la demande de labellisation de choisir un nombre de points minimum afin d'atteindre les seuils du label minimum. Mais en tout cas, voilà, la qualité de l'air en fait partie. C'est une manière aussi de valoriser quelque chose qui a été fait en termes de qualité de vie au travail, donc que pour les bâtiments de bureaux. Et puis vous avez, certains la connaissent, donc cette certification WELL, qui est à la base donc une démarche américaine, et qui aussi est une démarche voilà, qui est plus onéreuse pour le coup, parce que ça a des coûts quand même plus importants, mais qui parle aussi de santé à l'échelle globale, on va dire, des dimensions du bien-être, et qui peut être aussi portée pour un bâtiment avec plusieurs typologies qui sont concernées par ce référentiel. On peut dire peut-être par rapport à toutes ces démarches aussi, c'est que, comme tu l'as dit au départ, que c'est un outil. Ça peut, c'est pour appuyer la démarche. On n'est pas obligé de rentrer en certification, mais on peut se baser sur les méthodes. Mais si démarche de labellisation ou certification il y a, c'est au maître d'ouvrage de le Voilà. porter. Voilà, donc je vous invite maintenant à passer aux solutions pour améliorer la qualité de l'air dans les projets. Donc là, on va vous montrer la démarche globale de la stratégie à adopter pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Et c'est bien l'objectif du webinaire 2 et du webinaire 3 de rentrer dans le détail pour chacune des phases, que ça soit donc du diagnostic, ou bien de la conception, du chantier ou de la réception des bâtiments ou l'exploitation. En tout cas, on souhaitait finir ce webinaire par ces 2 slides qui vont venir. Donc le premier, c'est celui-là, qui est pour moi le slide essentiel aujourd'hui. C'est vous montrer quelle stratégie il faut adopter. Donc gardez à l'esprit que la première étape dans un bâtiment, c'est d'identifier bien sûr les atouts, mais surtout les contraintes du projet en termes de qualité de l'air, que ce soit air extérieur ou sol, afin de réduire au maximum tous les transferts donc, de polluants extérieurs. On va voir comment dans les 2 prochains webinaires, surtout sur le webinaire numéro 2, mais il y a des dispositions constructives ou techniques qui permettent de limiter le transfert de polluants, que ça soit le radon, que ça soit les particules, ou les polluants gazeux, comme dioxyde d'azote ou benzène. Même si c'est plus difficile pour les composés gazeux, puisque c'est souvent plus onéreux et ça demande en maintenance, encore plus de maintenance, c'est quand même possible. Donc les solutions existent, on va dire, d'un point de vue, technique. Ou architectural, parce que parfois le bon sens permet de s'intéresser juste au sens du vent, déjà, le vent majoritairement présent sur le site, pour déjà réduire l'exposition par une orientation d'espace par rapport à d'autres. Donc ça, on le verra. Ensuite, la deuxième étape, c'est de limiter au maximum toutes les sources intérieures de pollution. On en a listé plusieurs, donc, comme les produits de construction et de finition, vous avez vu, et les produits de pose, dont on parle assez peu souvent et qui sont largement autant émetteurs de polluants gazeux. Mais il y a aussi toutes les sources intérieures variées du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, de trouver l'étiquetage, les labels ou autres dispositions de composition des produits qui peuvent limiter au maximum les pollutions intérieures. Puis la troisième étape, qui est quand même qui vient ensuite, retenez bien, ça va bien dans l'ordre, c'est un renouvellement d'air adapté aux besoins des occupants. Donc la ventilation, elle n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Elle est là pour évacuer les polluants qu'on n'a pas réussi soit à ne pas transférer dans l'air intérieur, soit qu'on n'a pas réussi à, voilà, par le choix des matériaux et des produits, à limiter. Donc il y en a forcément des polluants dans tous les environnements intérieurs, mais la ventilation, elle vient là pour pallier à tout ça, mais elle ne vient pas sans avoir fait les études. Enfin, normalement, une vraie stratégie, c'est pas de penser à la ventilation d'abord, parce qu'en fait, elle ne peut pas remédier à tout non plus. Donc, voilà. Par contre, elle est importante à bien concevoir, à bien entretenir. On va le voir. Et puis, quatrième étape, c'est inciter aux bonnes pratiques pour pérenniser tout ce travail
amont et faire en sorte que le bâtiment, dans sa vie, pendant l'exploitation, maintienne ses ambitions, maintienne ses objectifs de qualité de l'air intérieur. Et c'est pas une mince affaire, puisque là, on n'a pas beaucoup la main en tant que concepteur, bien sûr. Donc, c'est comment aussi on fait cette transmission des informations et comment on peut sensibiliser aux bonnes pratiques en arrivant au début de la vie du bâtiment. Voilà, donc là, c'est un slide pour moi très important. Et ensuite, slide suivant qui va apparaître, c'est une frise classique d'un bâtiment qui se construit ou qui se rénove. L'objectif, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on fait à chacune des phases si on parle de qualité de l'air intérieur. J'arrive Alors, pas à vous le passer le slide slide. ne s'affiche encore pas, non? Ouais, Peut-être. c'est Si, en ça y parler est. aussi sans la voir. Oui. En Ouais. fait, en gros, vous n'allez rien apprendre sur la frise, on va dire, qui s'affiche, puisque c'est un projet habituel pour vous, que ça soit une réhabilitation ou une construction. La démarche, c'est de commencer par le diagnostic de site. Donc, on va aller regarder en webinaire 2 qu'est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on trouve l'information et qu'est-ce qu'on en fait. Où est-ce qu'on trouve l'information pour le radon, par exemple, et qu'est-ce qu'on fait, à partir de quel moment on décide de faire une disposition particulière par rapport au transfert d'air. Donc là, c'est au moment du diagnostic avec le maître d'ouvrage, on définit les objectifs. Donc se dire s'il y a une nécessité de limitation de transfert dans l'air intérieur, et puis se dire aussi globalement pour tout ce qui est limitation des sources intérieures, est-ce qu'on choisit des labels, l'étiquetage seulement, ou est-ce qu'on va plus loin, parce que tout existe sur le marché aujourd'hui, mais l'important c'est de décrire le plus tôt possible, dès le programme, les ambitions, puisqu'on sait bien qu'un programme plus complet et sérieux a plus de chances d'être maintenu dans le temps, même si c'est pas si simple. En tout cas, c'est pas avec un programme très light qu'on arrivera à avoir un air satisfaisant à la réception. Enfin, c'est possible, mais disons, c'est toujours mieux de bien encadrer les choses. Et puis ensuite, en phase conception, l'objectif, c'est de traduire toutes les ambitions à chacune des phases. Et la plus importante, je dirais, bien sûr, il y a la PES, la PD, mais c'est l'étape du DCE, quand on consulte les entreprises, d'écrire dans chacun des CCTP des encarts particuliers adaptés à chaque lot sur la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est une étape essentielle qui prend du temps et qui permet d'adapter aussi les recommandations pour chacun des lots. Et plus on l'inscrit noir sur blanc, mieux c'est. On relie aussi chacune des références des produits pour être sûr qu'elles sont en adéquation avec les objectifs visés. Par exemple, pour une peinture, on pourrait dire une peinture en phase aqueuse, avec l'étiquetage, la classe A+, on verra plus tard, avec certains labels, on pourra citer les labels, et puis voilà, vérifier que chaque référence citée dans le CCTP respecte bien cela. Donc là, c'est un travail important, puisqu'en fait, vous savez bien que ce qui est écrit en phase DCE sera le seul moyen d'imposer, on va dire, le respect des ambitions initiales. Et puis la charte chantier qualité de l'air intérieur est aussi un document important pour la phase chantier, et puis l'anticipation du planning, on le verra, qui est aussi une étape essentielle, notamment pour le respect des temps de séchage, qui est une règle de l'art, mais qui est importante vraiment de manière essentielle pour la qualité de l'air. Qu'il y ait bien une période de mesure à réception qui est inscrite dans le planning, précédée d'une semaine de surventilation, pour permettre le dégazage du bâtiment. Ça aussi, c'est à inscrire dans le planning et c'est vraiment à cette étape du DCE qu'on encadre tout ça. Donc j'insisterai à chaque fois sur cette étape-là. Et puis la consultation des entreprises, on peut regarder aussi ce que les réponses des entreprises contiennent. On regarde la qualité de l'air intérieur, parfois aussi pour être un critère de choix de plus pour le maître d'ouvrage dans sa décision. Bon, c'est souvent pas quand même la qualité de l'air qui a un très gros poids, mais bon, si c'est engagé depuis le début sur cette démarche, c'est bien que cet aspect-là l'intéresse aussi pour son arbitrage global. Et puis en phase chantier, phase essentielle, puisqu'en fait, on va dire que jusqu'à la phase chantier, on peut maîtriser en fait finalement tout ce qui est objectif, bonne pratique en conception, et cetera. En phase chantier, c'est plus difficile. Aujourd'hui, on a un grand problème par rapport au respect des produits sur le chantier ou sur les bonnes pratiques, donc il y a un grand besoin de sensibilisation. Il y a les outils pour ça et en tout cas, c'est important d'encadrer la phase chantier.
on a des mesures à réception qui peuvent être faites pour la qualité de l'air intérieur, qui sont gages de respect des ambitions initiales. Voilà. Et puis on peut sensibiliser en phase d'exploitation, on peut faire du monitoring, c'est-à-dire de la mesure en continu de l'air intérieur. On reprendra tout ça plus en détail à partir du webinaire numéro 2. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Merci pour ton parfaite maîtrise du timing aussi. Est-ce que tu veux bien me rendre la main, du coup, pour les slides, si tu Ouais. veux bien? Je vais te laisser souffler Bien 30 sûr. secondes pour prendre éventuellement quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, je vous préviens tout de suite pour pas faire de dessus. C'est qu'il y a quand même quelques questions qui portent sur l'efficacité de la ventilation, le choix des produits et tout ça. On ne va pas l'aborder ça dans les questions aujourd'hui parce que ça fait l'objet de contenu des deux webinaires qui vont suivre. Donc, on ira plus loin sur ces sujets-là à ce moment-là. Malgré tout, il y a eu quelques questions. On va voir si tu arrives à y répondre. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on ira chercher les réponses autrement. Si on revient sur la réglementation ERP, il y a une question qui concerne la responsabilité, enfin, qui vérifie la conformité des ERP aux différentes règles. Est-ce qu'il y a un contrôle, en gros, du respect des règles? Est-ce qu'il y a une réglementation assez complexe? En fait, il y a une obligation d'informer le préfet en cas d'une valeur, une certaine valeur assez élevée en polluants dans les mesures de qualité de l'air intérieur. C'est-à-dire dans le cas où une étape clé a été franchie dans le bâtiment et que la mesure devient obligatoire, là on doit s'il y a un vrai dépassement qui est quand même assez élevé comme mesure, donc comme seuil, oui, il y a une obligation d'aller afficher à l'ADREAL, enfin d'informer le préfet. Pardon. Mais sinon, il n'y a pas vraiment, oui. En fait, le vrai contrôle, c'est finalement dans une collectivité, service entre services, de se transmettre les résultats de chaque étape de la ventilation, de la réglementation, pardon. Mais il n'y a pas encore de vraie structure qui surveille, on va dire. D'accord. Mais par contre, il y a cette obligation d'affichage au public qui peut, dans un deuxième temps, conduire peut-être C'est ça, quand on a besoin de le public communiquer. à exiger des démarches. Ouais. Oui. Et puis un vrai besoin de sensibilisation, parce que c'est vrai que donc les mesures contiennent la mesure du formaldéhyde. Comme je vous ai dit, le formaldéhyde dans un ERP, il ne sera jamais avec son risque cancérogène, cancer du rhinopharynx ou autres, qui sont dans l'usage professionnel quand on manipule du formol à l'état liquide et en grande concentration. Mais les parents qui vont chercher sur Internet et qui trouvent qu'il y a un dépassement du formaldéhyde tombent sur ça. Et ça inquiète fortement aussi les parents parfois. Et ça peut prendre des proportions importantes. Donc c'est vrai qu'il y a un grand besoin de sensibilisation. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisme particulier qui surveille du contrôle. l'application. Alors, je regarde, il y avait plusieurs questions concernant l'étude qui compare la qualité de l'air intérieur et la qualité de l'air extérieur. Je ne sais pas si tu seras en mesure de répondre parce que c'est pas toi qui as fait l'étude. Mais malgré tout, il y a quelqu'un qui se pose la question si cette étude a été réalisée plutôt en contexte urbain ou plutôt à la campagne, et auquel cas le contexte de la pollution extérieure ne serait pas le même. Je ne sais pas si c'est une colle portante. Alors, en fait, cette campagne a été réalisée sur 567 logements, résidences principales réparties dans 50 départements. C'est par conséquent assez représentatif en fait déjà des résidences principales françaises. Elle est faite avec des logements qui sont en contexte citadin ou en contexte plutôt campagne, etc. Donc ça, c'est plutôt un panache varié. Donc c'est vraiment une moyenne, on va dire, de tout type d'exposition. Très bien. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut penser, campagne, ça ne veut pas dire absence de pollution, c'est simplement les polluants sont autres que dans la ville. Voilà. Effectivement, vous pouvez prendre une fourchette très haute quand vous êtes en ville et considérer
que c'est globalement parfois plus faible à certains autres endroits. Mais effectivement, il y a des polluants très spécifiques, d'ailleurs qui sont intégrés dans la nouvelle campagne là, qui se termine en ce moment pour l'OQEI. Ils ont intégré une étude complémentaire sur les pesticides, par exemple. D'ailleurs, peut-être que d'autres personnes en savent peut-être aussi bien que moi ou plus sur le sujet, peut-être parmi les participants. Mais en tout cas, c'est des choses très intéressantes de compléter en fait avec cette catégorie de polluants qui est moins mesurée et moins connue. Donc, c'est super que cet observatoire aussi intègre ce paramètre, même si les recommandations, les conclusions et interprétations restent compliquées. Mais c'est toujours intéressant de savoir où on en est d'un point de vue de la donnée. Oui, et il y a une autre question à savoir, donc du coup on constate que l'air intérieur est globalement plus pollué que l'air extérieur. Et la question est, est-ce que ça porte sur des bâtiments qui sont ventilés ou pas? Et donc j'imagine que dans l'échantillon de 500 et quelques logements, il doit y avoir un peu de tout, probablement. J'ai pas la précision sur la proportion de bâtiments intégrant une ventilation ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une étude aussi du CEREMA, l'étude CRC, sur aussi les aspects réglementaires, qui donne des proportions, voilà, des résultats en termes de fonctionnement de la ventilation au regard des aspects réglementaires. Donc c'est des conclusions intéressantes qu'on pourrait aussi mettre dans les ressources via l'INA sur le pôle énergie. Ouais. Alors j'essaye de regarder si on a Voir encore des quand il y a un questions. problème, savoir si c'est plutôt lié, à la ventilation qui est, inexistante ou défaillante, ou si c'était un aspect, lié à la conception, lié à un aspect par rapport à la phase chantier, et cetera. Donc ça, c'est une étude qui est intéressante, qui date un peu aussi, mais finalement dans les conclusions, on peut toujours, retrouver des choses intéressantes aujourd'hui. Mmh. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions parce que pour moi, Et les autres si vous questions. voulez, on pourra en reparler aussi au webinaire numéro 3 de tout l'aspect ventilation. Voilà, c'est ce que j'allais dire, que si vous n'avez pas trouvé réponse à toutes vos questions aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de suivre les 2 webinaires qui suivent, qui portent du coup sur le diagnostic, le choix des produits de construction, la ventilation, le rôle de la ventilation et puis sur l'importance de la phase chantier. Avant de se J'aperçois quitter, aussi, ouais, pardon. oui, vas-y. Non, j'apercevais juste une question, mais qu'on pourra traiter dans le webinaire numéro 2, par exemple, sur les fibres. Quelles Oui, seraient les fibres à éviter, bien sûr. celles qui seraient privilégiées? En fait, on va regarder ça en webinaire numéro 2. Pour les fibres, par exemple, il y a les fibres, en elles-mêmes. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'elles ne soient pas concernées par l'aspect cancérogène. Donc, il y a une exonération qui existe. On verra qu'il y a un label qui permet le label ESEB, qui se retrouve dans Acermi. Voilà, ça c'est pour l'aspect fibre. Mais on regardera, par exemple, les fibres, il n'y a pas que les fibres, il y a aussi les liants, les conservateurs, tout ça. C'est ça qui nous pose plus problème pour les émissions dans l'air intérieur, en fait. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la fibre, oui, mais aussi ce qui l'entoure en termes de produits pour éviter qu'elles émettent dans l'air intérieur, par exemple. Voilà. Je prenais cette question Voilà, mais pour donc du illustrer. coup, effectivement, c'est ce que tu vas approfondir le mois prochain. Donc du coup, avant de se quitter, je voulais quand même donner quelques informations qui vous permettent, en attendant, d'aller un peu plus loin. Notamment, si jamais vous souhaitez devenir accompagnateur écrin de la démarche écrin, il y a une formation qui est organisée par Ecopolis, autrement du centre du réseau bâtiment durable, en région parisienne, donc les 12 et 13 décembre. Et si jamais vous êtes porteur d'un projet et que vous souhaitez inscrire votre projet dans une démarche écrin, vous pouvez trouver des accompagnateurs dans la région et partout en France sur le site de l'association Terragilis, qui est effectivement ambassadeur de la démarche écrin en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, pour aller plus loin encore, sur le site du pôle énergie, nous avons référencé un ensemble de ressources, des sites de référence, des guides, des outils qui vous permettent de prendre en compte la QI de manière parfois assez précise. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site qui va être enrichi avec les ressources qui ont été mentionnées par Soline tout au long du webinaire aujourd'hui. Et donc, pour rappel, premier webinaire dans un cycle de 3, si vous ne l'aviez pas compris encore. Donc, le deuxième au mois de novembre sur le diagnostic et le choix des produits de construction. Le troisième au mois de décembre sur le renouvellement d'air et la réussite des phases de chantier et de réception. Et avec ces mots,
Je remercie Soline Martin. Merci beaucoup, Soline, pour ton intervention, ton expertise. Merci. Merci à l'ensemble des participants d'avoir été présents. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 14 novembre, pour le webinaire numéro 2. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.